C'est magnifique, c'est un très beau stade. C'est la première fois que je vois un grand stade comme ça. C'est une tuerie, c'est magnifique pour jouer au foot et c'est trop cool. Nous, on vient de Reims pour voir le stade et franchement, on regrette pas. Il est géant, il est immense. Pour nous, c'est un rêve. Samedi 9 janvier 2016, une date dont les supporters de l'Olympique lyonnais se souviendront longtemps. Après 65 ans de rencontres et de passion au stade de Gerland, l'histoire de leur club s'écrira désormais dans cette nouvelle enceinte colossale située à Dessines, à l'est de Lyon. Une aréna de 60 000 places, digne des plus prestigieuses équipes européennes. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue 1 qu'un club est entièrement propriétaire de son stade. Les supporters le savent bien, ce n'est pas pour rien s'ils ont chanté son nom lors de l'inauguration. Ce projet, évalué à 450 millions d'euros, n'aurait pu voir le jour sans la ténacité d'un seul homme, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas est en train plus ou moins de créer son propre écosystème, son propre environnement. C'est un choix, c'est un vrai projet de club, une vraie vision du club de demain. Un stade de 60 000 places, si l'OL est 10e en championnat, il ne sera pas rempli, même si le modèle économique est vertueux. Comment Jean-Michel Aulas a-t-il pensé le parc olympique lyonnais pour permettre à son club de devenir un futur grand d'Europe? Déconstruisons ensemble le grand stade pour comprendre à quel point, à toutes les étapes de sa fabrication, son modèle économique a été mûrement réfléchi. Offrir à l'OL son propre stade, une idée que Jean-Michel Aulas caresse depuis plus de 15 ans. Paris risqué, vision d'avenir, folie des grandeurs, moquerie, les commentateurs ne l'auront pas épargné. Il n'empêche, jamais le président du club n'aura dévié de son chemin, répétant inlassablement sa stratégie. Dans les 20 premiers clubs européens, à l'indice UEFA, mis à part le PSG, mais qui est pratiquement propriétaire de son stade, tous les grands clubs européens sont propriétaires de leur stade. Et donc, à partir d'une spirale positive où le stade fonctionne 365 jours par an, on a imaginé que la récurrence de l'exploitation de cet équipement allait générer en année pleine jusqu'à 70 millions d'euros complémentaires par rapport à ce que nous avions jusqu'à maintenant, ce qui va permettre à l'équipe d'avoir plus de ressources. Plus de ressources pour l'équipe, ça veut dire plus de performance. Plus de performance veut dire participation de manière systématique aux Coupes d'Europe. Un cercle vertueux donc, inédit en France, considéré aujourd'hui comme un cas d'école. Direction la ville d'un autre olympique, Marseille, où les préceptes du professeur Aulas sont commentés et analysés dans cette école de commerce. Lionel Maltese étudie avec ses élèves venus du monde entier le sport business, son travail formé de futurs dirigeants de club. Il y a plusieurs organisations qui ont plébiscité Jean-Michel Aulas comme un stratège reconnu en France. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on étudie un petit peu ses prises de décision et les raisons de son investissement sur plusieurs années dans son stade. C'est un modèle qui peut être un exemple à suivre. Et donc, il va y avoir peut-être des enfants de l'OL. We have the example of a new business model in Lyon. One of the key questions is to be independent. So the stadium will develop new commercial arguments, new commercial attractivities for the group. Pourquoi le stade de l'OL fascine autant? Parce qu'il met fin à une tradition bien française. La plupart des clubs sont encore dépendants au niveau financier de leur stade. C'est souvent une location comme on peut voir à Marseille avec le stade Vélodrome. À Lyon par exemple, la location à la ville du stade de Gerland coûtait à l'OL plus d'1 million d'euros par an. Mais pour Jean-Michel Aulas, posséder sa propre enceinte, c'est surtout l'envie de contrôler ses revenus qui, sport oblige, fluctuent depuis des années en fonction de la qualité de ses équipes.
Le mot, c'est d'être indépendant. Nous, les profs, on utilise souvent la théorie de la dépendance des ressources. Ne pas être dépendant des droits télé, ne pas être dépendant de la vente des joueurs, ne pas être dépendant d'un partenaire qui ferait faillite ou d'une crise économique qui affecterait les partenariats. De posséder son enceinte, son centre d'entraînement, son académie, tous les actifs qu'on peut avoir autour de cette problématique du terrain, fait qu'on arrive économiquement à lisser d'éventuelles contre-performances. Denis Navizet gère l'Euro 2016 à Lyon pour le compte de l'UEFA. C'est aussi un spécialiste des enceintes sportives et de leur économie. Il connaît bien la dépendance des clubs aux droits télé. Cette année, près de la moitié du budget de l'OL provient de la retransmission de ses matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'est là où on voit le côté visionnaire de Jean-Michel Aulas, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain seront faits les droits télé. On voit aujourd'hui, notamment aux US, des alliances qui se créent entre les sports US et Netflix ou YouTube, etc., qui est de la diffusion libre. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai pari et le vrai enjeu des clubs sportifs, c'est de miser sur leur infrastructure. Le modèle de Jean-Michel Aulas, le voici, la mythique Allianz Arena en Allemagne. Inaugurée en 2005, elle appartient entièrement au Bayern de Munich. Capacité 75 000 places et une qualité de service et d'accueil optimum. Que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, le stade affiche régulièrement complet. Le club a même terminé de le payer l'an dernier avec 16 ans d'avance. Il y a eu une époque dans notre ancien stade, il y a 20 ans, où la billetterie représentait 85% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle ne pèse plus que 10% environ. Tout le reste, c'est essentiellement du sponsoring et des produits dérivés. Il y a la restauration aussi. Avant, le FC Bayern n'avait pas la main sur les bars et les brasseries. Nous n'étions que les locataires du stade. Nous n'avions que le droit d'y jouer, tout le reste n'était pas à nous. Ici, dans notre propre stade, on a tous les droits. Même son nom nous appartient. L'Allianz Arena rapporte environ 150 millions d'euros par an au Bayern de Munich. De là à atteindre de telles sommes à Lyon. La richesse de la Junte de Saarlandis qui est autour de Munich n'est pas comparable en termes d'entreprise, de pouvoir d'achat, etc. Donc, après, le niveau sportif du Bayern de Munich est incomparable avec le niveau sportif de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il est assez optimiste parce qu'il mise sur le fait qu'il y a déjà une culture OL à Lyon, ce qui est probablement le cas. Mais aujourd'hui, en termes d'attractivité de marque, le PSG et l'Olympique de Marseille sont plus puissantes que l'Olympique Lyonnais. Donc, il prend des risques. Comment Jean-Michel Aulas a-t-il réussi à trouver les 450 millions d'euros nécessaires pour construire son parc olympique lyonnais de 45 hectares en prenant des risques, comme il l'a toujours fait. En 1983, à l'époque où les États-Unis et la Chine dominent le marché de l'informatique, il fonde Cegid, une entreprise de création de logiciels dont les produits sont aujourd'hui distribués dans le monde entier. Sa passion pour le football le conduit en 1987 à faire un nouveau pari. Il prend la tête de l'Olympique lyonnais, alors en Ligue 2, avec l'ambition d'atteindre les sommets de la Ligue 1. Quelques années plus tard, l'équipe deviendra septuple championne de France. Notre objectif est de faire en sorte qu'au travers des victoires, de la médiatisation, du merchandising, de l'Internet, de la télévision, eh bien, le club devienne l'un des grands clubs européens qui font la fierté non seulement d'une ville, mais de toute une région. Et pour ça, très tôt, il en est convaincu, l'équipe doit aussi posséder son propre stade. Pour réunir la somme nécessaire, l'OL sera en 2007 le premier club de football français à entrer en bourse. Nous avons besoin de fonds propres. La meilleure manière d'avoir des fonds propres, c'est effectivement d'aller en bourse comme toutes les entreprises. Son montage financier pour un stade 100% privé, des fonds propres donc, des emprunts bancaires et des émissions d'obligations. Gérard Collomb et le Grand Lyon consentiront tout de même à mettre sur la table 200 millions d'euros d'argent public pour financer les infrastructures d'accès au grand stade. Le site du Montou à dessiner choisi, tout s'accélère. Le chantier pourrait commencer en 2010, mais c'était sans compter les riverains et les opposants. Nous allons commencer à attaquer les procédures juridiques et je pense que là, ça peut faire mal.
De recours en recours, le projet s'enlise dans les tribunaux, les retards s'accumulent jusqu'au coup de pouce de l'UEFA. Le grand stade s'est acté, accueillera des matchs de l'Euro. Les travaux commencent enfin, mais à quel prix? Plus de 2 ans de retard, des déficits, une action OL Group en chute libre et des sacrifices financiers qui se ressentent sur les résultats sportifs du club. Mais Jean-Michel Aulas croit dur comme fer à son modèle économique. Au budget de l'OL de 170 millions d'euros en 2015, viendront s'ajouter 70 millions par an grâce au grand stade. Voici comment. Que serait un club sans le soutien fervent de ses fans? Jean-Michel Aulas le sait bien. Pour que le spectacle soit beau, il faut du monde dans les gradins. Aux grandes heures de l'OL dans les années 2000, ou certains soirs de Ligue des Champions, les 40 000 places du stade de Gerland ne suffisaient pas. Désormais, avec le grand stade de Dessines, le club peut accueillir près de 60 000 personnes. Nicolas Ourcade est sociologue, spécialiste des supporters de football. Le stade est bien situé géographiquement parce qu'il peut attirer à la fois des spectateurs de toute la métropole lyonnaise et aussi de tout l'Est lyonnais au sens très large. C'est aussi pour ça que le club l'a construit dans cette zone-là. C'est pas du tout absurde parce qu'il sait qu'une bonne partie de son public vient de l'Est de l'agglomération et même de plus loin. Donc il y a l'idée de capter tout ce public-là. Après, on est en France. Et donc, s'il n'y a pas de résultat et s'il n'y a pas de jeu, on ne captera pas un public immense et on n'augmentera pas les affluences par rapport à Gerland. Est-ce que l'état actuel de l'équipe et du championnat, parce que les deux sont liés, sont en capacité de remplir ce stade? Il va y avoir un effet de nouveauté, comme ça a été dans beaucoup de stades, où par curiosité, il y a pas mal de gens qui vont venir au stade. Et puis après, il y a le rapport qualité-prix. Si l'OL se stabilise dans les 2-3 premiers clubs français avec un jeu chatoyant, ça peut aller. Si l'OL a une saison difficile, comme ça a pu être le cas depuis le début de la saison 2015-2016, ça sera plus compliqué d'attirer 60 000 personnes qui accepteront de payer le billet d'entrée. Est-ce qu'on est prêt à mettre 30 € pour voir l'OL contre le dernier de Ligue 1? Peut-être pour le match inaugural. Dans une autre configuration sportive, c'est moins évident. Après, vous savez, les compagnies aériennes ou l'hôtellerie ont trouvé ce qu'on appelle le yield management. Donc, on fait bouger les prix en fonction du contexte. Une destination qui est prisée, le prix est haut. Une destination qui est moins prisée, on fait tomber un petit peu le prix. Donc, il existe des moyens de garantir des remplissages. Mais le moyen majeur, c'est quand même les résultats de l'équipe. On ne déconnectera jamais, et tant mieux, le business du sport. L'un des enjeux de ce remplissage, c'est l'accessibilité au stade, situé à tout de même 30 minutes du centre-ville de Lyon. 2 solutions pour s'y rendre, la voiture, mais le risque ce sont les embouteillages. Le stade possède 6 000 places de parking à 15 € la soirée. Pas de stationnement sauvage. Sinon, il y a les transports en commun, les bus via des parkings relais ou le tramway. Une desserte spéciale a été mise en place avec une navette toutes les 4 à 7 minutes. Partout en France, si on regarde, les nouveaux stades à Lyon, comme à Nice, comme à Bordeaux, sont construits excentrés, loin du centre-ville. Et donc du coup, ça change radicalement la manière de consommer le spectacle sportif. Avant, tu voulais aller à Gerland, tu habitais en centre-ville ou pas très loin, tu passais ta soirée. Aujourd'hui, la sortie au stade, ça va être une sortie quasiment pour la journée ou la demi-journée. Donc ça suppose d'arriver bien avant, puisque c'est loin, qu'il y a des conditions d'accessibilité. Et ça suppose d'être d'accord, de pouvoir repartir 1 heure ou 1 heure et demie après, pour que le temps que le flot s'écoule. Ça marche en Allemagne parce qu'ils ont l'habitude de consommer dans le stade avant, dans le stade après. Et c'est ça que les clubs français veulent reproduire. Sauf que le public français n'est pas encore habitué à ça. Si tout le monde veut faire comme à Gerland, repartir dès la fin du match vers le métro ou vers sa voiture, ça va être difficile. Et l'un des moyens de faire patienter les supporters avant ou après la rencontre, c'est bien sûr de les distraire, de les faire consommer. À l'image de ce mégastore de 1000 m² où sont commercialisés les produits dérivés du club. Vous trouvez votre bonheur? Mon fils a trouvé, c'est pas moi, c'est mon fils, bien évidemment. Est-ce que vous trouvez du coup que c'est un livre qui pousse un peu à la consommation? Beaucoup. C'est la remarque que je me suis fait d'entrée, mais bon. C'est l'inauguration. Que c'était quand même un truc Afrique, bien évidemment. Mais bon. On a envie, de toute façon, on est supporters de Lyon, on a envie, donc on va se faire un petit plaisir, je pense. Un petit maillot.
L'an prochain, pour muscler son offre de divertissement, le parc olympique lyonnais pourra également compter sur un centre de loisirs équipé d'un bowling, d'une piste de karting et d'un laser game. Et puis, il y a les éternelles buvettes et autres snacks qui, eux aussi, peuvent rapporter gros. À Gerland, on était plutôt aux alentours de 50 centimes d'euros par spectateur, par match. Aujourd'hui, on pense que la moyenne des stades modernes qui vient d'être fait, on est plutôt à 4 ou 5 euros. Et puis dans les stades allemands, c'est encore un peu plus important. Donc aujourd'hui, ce n'était pas du tout satisfaisant à Gerland parce qu'on avait 4 à 5 concessions uniquement. Donc il y avait des files d'attente, les gens n'étaient pas totalement servis. Donc aujourd'hui, on a 58 concessions. En gros, toute la consommation va se faire dans le parc OL. C'est ça le pari. C'est-à-dire que je ne consommerai pas mon sandwich à côté ou dans un restaurant à côté, je consommerai dans le complexe de l'Olympique Lyonnais. Et ça, ça a été conçu pour que ça marche comme ça. Et pour faciliter la consommation dans le parc, Jean-Michel Aulas et ses équipes ont pensé à tout. Avec ses 800 bornes Wi-Fi disposées tout autour du terrain, offrant 25 000 connexions simultanées, le grand stade de l'OL est le plus connecté du monde. Grâce à cette petite carte ou à son téléphone, les spectateurs peuvent même commander à distance. On a travaillé avec les plus grandes sociétés, Microsoft, Cisco, Orange, qui permettent de commander directement de sa place, de payer de sa place, et puis après d'aller directement rechercher en fait, le produit commandé. Donc là, c'était une demande client, et puis une demande aussi du timing, parce qu'une mi-temps, c'est 15 minutes. Symboliquement, on ne paye plus quoi, finalement, hein. On dématérialise l'argent. Entre sortir un billet de 50 € et sortir une carte avec marqué MyOL dessus qui dit tout le temps oui, le schéma est très bon. Ce système permet aussi et surtout aux clubs d'ajuster ses offres commerciales. Le but, c'est de fournir du contenu, d'être en relation avec des milliers de personnes et de mieux les connaître. En les connaissant mieux, il va pouvoir mieux personnaliser ses offres de billetterie, mais également ses services. Il va mieux connaître les besoins. C'est un enjeu fondamental parce que le modèle repose là-dessus. C'est-à-dire de transformer le spectateur en un client qui a une relation individuelle avec le club. Mais ça va en partie à l'encontre des modes traditionnels de consommation du spectacle sportif qui sont plutôt des modes collectifs. Les gens, ils vont au stade pour être ensemble, pour être en groupe, pour vibrer ensemble. Et là, on leur dit, vous allez pouvoir vibrer en regardant votre téléphone portable tout seul, en consommant tout seul. Un signe qui ne trompe pas, ces murs de supporters formant une haie d'honneur à l'entrée du stade. Le principe est simple, grâce à ces plaques personnalisées, chacun peut s'inscrire dans la légende du club. Elles sont vendues entre 95 et 750 €, tout un symbole. Miser sur le portefeuille des supporters, c'est bien. Compter sur celui des entreprises, c'est encore mieux. Nous sommes à l'étage VIP, celui des espaces privatifs et des salons particuliers. Jean-Yves Delorme est le directeur commercial de la société Parc et Sport, qui a notamment réalisé la pelouse du Grand Stade. Son entreprise loue à l'année une loge de 12 places. Alors c'est une loge qu'on appelle 365, qui nous permet de marquer le pas avec nos partenaires, les collectivités avec lesquelles nous travaillons assez souvent. C'est une sorte de convivialité. Et puis la semaine, c'est une loge qu'on peut se servir pour faire des réunions, des séminaires. Et puis aussi bien en showroom pour nous, parce que le meilleur showroom de France aujourd'hui, il est là pour nous, avec le terrain d'honneur. C'est un outil de plaisir et de travail. Les deux sont réunis. Coût de la location, minimum 150 000 € par an, selon le nombre de places. Dans le Grand Stade, il existe 105 loges, quasiment 3 fois plus qu'à Gerland. On a déjà plus des 3/4 des loges qui sont commercialisées, dont plus de la moitié le sont sous ce format 365. C'est un business en tout cas qu'on ne réalisait pas à Gerland et qui est pour nous également important. Il y a des recrutements qui ont été faits sur ces domaines d'activité pure pour accueillir les entreprises. On a de grosses sociétés qui veulent faire des séminaires qui vont de 50 personnes jusqu'à plus de 500 personnes. C'est le tout en un, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la palette d'arguments commerciaux que va avoir l'Olympique Lyonnais, c'est de dire oui, vous voulez faire des rencontres avec votre personnel dans un restaurant, vous pouvez le faire chez nous. Vous voulez inviter des internationaux, vous pouvez le faire chez nous et c'est différenciateur. Vous voulez organiser une convention, un séminaire, une initiative, vous pouvez le faire chez nous. L'objectif d'un club de football et de l'Olympique Lyonnais, c'est de rendre ses partenaires plus compétitifs. Si ces partenaires sont plus compétitifs, c'est-à-dire plus performants, l'Olympique Lyonnais sera plus compétitif.
Ce business center permanent pourrait générer plus de 15 millions d'euros par an pour le club. Une perspective d'activité 365 jours sur 365 qui a notamment séduit le groupe Bocuse. Une brasserie de 250 couverts verra le jour au Grand Stade en septembre. Les soirs de match, bien sûr, ça sera les supporters. Et puis après, pour la semaine, ça sera une brasserie qui sera ouverte. Je veux dire, il y a de nombreuses entreprises autour du stade. Vous savez, ça fait 20 ans que je travaille aux États-Unis dans un parc d'attractions. Donc ce modèle, en fait, je le vis déjà tous les jours. On reçoit 1500 clients par jour dans nos établissements. Et voilà, les gens viennent se distraire, mais viennent aussi se restaurer. Et je pense que ce que l'on va faire au stade, ça va s'en rapprocher. Et là encore, tout le monde est gagnant. Le groupe Bocuse s'offre une belle vitrine européenne si l'OL renoue avec les sommets de la Ligue des Champions. Quant au club, en plus de proposer une restauration haut de gamme à ses clients, il réalise aussi une bonne affaire. Il y a un loyer qui est lié à l'activité et à la rentabilité. C'est par tranche, autour de 7 à 15%. Bien entendu qu'on y croit, sinon on n'irait pas. Il y a une équipe très dynamique. Lyon est une place très dynamique. On est à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Il y a des nouvelles lignes qui ouvrent. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Autre cuisine interne qui rapporte, celle concernant le naming. On ne connaît toujours pas l'entreprise qui donnera son nom au Grand Stade. Jean-Michel Aulas espère de l'heureux élu un chèque de 8 à 10 millions d'euros par an, c'est-à-dire autant que ce que donne Emirates à Arsenal. Le Stade des Lumières, ça sonnait pourtant bien, mais que voulez-vous ? Business is business. C'est une fibre synthétique qui est mélangée avec du sable et du liège, mais la pelouse est naturelle. Donc il n'y a pas du tout de terre dedans. Donc un substrat qui a vraiment de belles propriétés pour le jeu, que ce soit en foot ou en rugby. Oui, vous avez bien entendu, sur cette herbe si délicate, du rugby. Et même du hockey sur glace et des concerts. L'OL n'a pas investi dans cette pelouse dernier cri pour rien. Rentabilité oblige, le stade a toujours été pensé pour accueillir autre chose que des matchs de foot. Dans l'absolu, c'est 25 à peu près matchs de l'Olympique Lyonnais et une dizaine d'autres événements extérieurs au match de l'OL. Au programme notamment, les finales de la Coupe d'Europe de rugby en mai et en juin-juillet, l'Euro 2016. Le montant de l'allocation du Grand Stade par l'UEFA pour 6 matchs reste confidentiel. Ça va de celui qui loue le stade et qui nous met presque dehors comme l'Euro 2016. C'est un très gros événement, donc ils prennent possession du stade le 16 mai et ils nous le rendent le 10 juillet. Et puis à côté de ça, vous avez des modèles où on partage les risques, comme les finales de rugby, et des modèles où on est presque organisateur ou co-organisateur, comme le futur match de hockey de la Ligue Manus qu'on va faire à la fin d'année 2016. Jean-Michel Aulas compte également beaucoup sur des concerts-événements pour faire vivre son stade les soirs d'été. Rihanna sera la première grande star à se produire à Dessines le 19 juillet. Mais là aussi, impossible d'en savoir plus sur les bénéfices que pourrait en retirer l'OL. Une chose est sûre, selon Jean-Pierre Pommier, promoteur et organisateur de spectacles, la concurrence va être très rude pour attirer à Lyon de grands noms. Il va falloir qu'il se montre très convaincant parce que ça risque d'entrer en concurrence avec d'autres stades français, voire européens, parce que là, quand on parle de stade, on parle de tournée mondiale ou de choses comme ça. Et les artistes français pouvant faire des stades, on les compte sur les doigts d'une main et encore. Cette année, qui va faire des stades en France ? Rihanna, AC/DC, mais c'est tout. Le premier concert au stade à Lyon, au stade de Gerland, j'entends, c'était 1982. Le dernier concert au stade à Lyon, c'était 2012, c'était à Lidl. Le premier, c'était les Stones. Entre les deux, il y a eu 10, 12 concerts, pas plus. Espérer en avoir 4 ou 5 par an, faut pas rêver. J'y crois pas. J'y crois pas. Chacun doit tirer son épingle du jeu et après je pense que c'est la qualité des équipes et de l'infrastructure qui vont faire la différence. Les organisateurs de concerts regardent le business model et ils vont aller dans le stade où ils ont la meilleure marge et non pas celui qui leur fait le moins cher. Et ça c'est quelque chose qui est important pour nous, de jouer sur la qualité de l'infrastructure, sur les recettes générées
Et donc sur le meilleur des résultats, et même s'il faut nous louer le stade peut-être plus cher qu'ailleurs, en tout cas la rentabilité du stade grâce à sa qualité doit permettre de faire la différence. Ces artistes-là ne fonctionnent pas sur un cachet en disant voilà, moi je viens, je prends 1 million d'euros et puis vous vous débrouillez. Non, non, non. Ces artistes-là viennent pour 95% du résultat. C'est-à-dire que les comptes sont alignés, ce qui reste sur la table, ils en prennent 95%. Vous voyez ce qui reste. S'ils arrivent à tirer un billet de 250 ou 300 000 euros, ce serait déjà pas mal. Quel que soit l'événement, tant que ça rapporte, le but affiché de l'OL est de remplir le stade. On imagine pourquoi pas un jour organiser un mariage à l'intérieur d'un des salons. On organise des anniversaires pour des enfants, des visites de stade. On a nos limites, on est chez nous. Et ça change beaucoup de choses. Et dès que quelqu'un aura une idée, même si c'est extravagant, on l'étudiera. On ne dira pas forcément oui à tout. Mais en tout cas, on l'étudiera et j'attends le premier mariage avec impatience. Et maintenant que le stade existe, le pari est-il gagné pour autant ? Il est trop tôt pour le dire. Le parc olympique lyonnais n'est pas encore terminé. Ses hôtels, son centre de loisirs et sa clinique du sport ne verront le jour que d'ici 2 ans. C'est seulement là que l'on saura s'il convient d'applaudir Jean-Michel Aulas, si son but d'offrir à son club 70 millions d'euros de ressources supplémentaires est atteint. Il a une vision stratégique, il sait où est-ce qu'il va. Je pense qu'aujourd'hui, on a 2 clubs qui se différencient là-dessus. C'est le PSG, on sait ce qu'ils font, on sait où ils vont, on sait, voilà, et l'OL. Le choix qui a été fait d'investir dans l'infrastructure, dans l'outil de travail que représente le stade, de mon point de vue, va permettre à l'Olympique Lyonnais, dans les 5 ans à 10 ans à venir, de redevenir ultra compétitif, non seulement d'un point de vue domestique, mais aussi sur la scène européenne. Jean-Michel Aulas, c'est avec Loulou Nicolin le plus ancien des présidents français. Quand on parlait de la théorie de la dépendance, il faut se poser la question de la Aulas dépendance. Demain, si Jean-Michel Aulas décide de s'en aller, il a construit l'avenir de son club, il ne le mettra pas en péril. Il a privilégié le club, l'institution Olympique Lyonnais, plutôt que son avenir personnel. Ma vision aura été à son terme avec le stade, avec une équipe, des équipes chez les féminines qui vont jouer cette année encore pour être championne d'Europe, une équipe masculine qui est au plus haut niveau. Donc il faudra un jour passer la main et je pense que le jour sera venu quand le stade va fonctionner merveilleusement et puis que nos équipes seront comme elles le sont actuellement au plus haut niveau.